Bonjour à tous. On va peut-être commencer pour terminer dans les temps. Donc nous sommes ensemble pour une heure sur les anticoagulants. Donc je remplace la personne qui était initialement prévue, qui doit être sur votre programme, qui est Eliane Billot. Donc je suis médecin, je travaille en pharmacologie, mais plus spécifiquement en pharmacovigilance. Et donc je vais vous parler des anticoagulants avec des aspects pharmacologiques et un petit peu de pharmacogénétique. D'accord ? Donc c'est un domaine très vaste. Je vais essayer de vous en brosser un panorama, pas dans les détails, mais assez complet. Donc on va parler de types de médicaments différents, les anticoagulants oraux, les anticoagulants injectables. Et c'est une classe médicamenteuse qui bouge avec, notamment début 2009, la mise à disposition d'anticoagulants, de nouveaux anticoagulants oraux, ce qui est une révolution dans ce domaine puisque ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveaux anticoagulants oraux mis sur le marché. Vous aurez, je pense, le diaporama à l'enregistrement. J'ai mis le mail pour qui souhaitait me poser des questions complémentaires. Étant donné que c'est le mail générique du CRPV, mettez bien court et vous me posez la question que vous souhaitez. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Et est-ce que tout le monde entend bien? C'est OK? C'est bon? Parce que bon, le micro, je pense que je ne peux pas m'en passer si j'ai bien compris. Donc pour faire un peu de pharmacologie de base, pour vous rappeler un peu les différents aspects du devenir d'un médicament dans l'organisme, je vous en rappelle ses principales étapes. C'est juste comme ça, c'est pas à prendre par cœur, vous le savez déjà. La pharmacodynamie, c'est le mécanisme d'action du produit, ce que l'organisme fait au médicament. La pharmacocinétique, que l'on qualifie de le devenir du médicament dans l'organisme, qui est caractérisé par un certain nombre d'étapes: absorption, distribution, métabolisme, élimination. La pharmacologie clinique, c'est l'utilisation chez des patients des médicaments et l'évaluation du bénéfice, mais aussi du risque. Et la dernière étape dans le développement du médicament et après son autorisation de mise sur le marché, c'est la pharmacovigilance, l'étude et l'analyse des effets indésirables des médicaments. Donc, les médicaments agissant sur la coagulation ou l'hémostase, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça, vous aviez vu en hématologie biologique, vous avez déjà vu ça. C'est l'hémostase, c'est le processus qui permet l'arrêt d'un saignement après une lésion vasculaire. Donc, il y a différents acteurs qui rentrent en ligne de compte, principalement les plaquettes, l'endothélium vasculaire et les facteurs de la coagulation. Et donc vous verrez que comme vous avez ces différents acteurs, vous allez avoir différentes cibles pharmacologiques possibles. Les médicaments que nous avons à disposition sont quand même globalement marqués de façon générale par leur index thérapeutique étroit, c'est-à-dire l'efficacité de ces médicaments est relativement limitée par rapport à la toxicité ou à leur inefficacité. On a de plus une variabilité importante de la réponse, c'est-à-dire que si j'administre à chacun d'entre vous un médicament du style 1 AVK et que je fais des mesures d'efficacité par exemple, j'aurai pas du tout la même réponse. C'est pas quelque chose de très stéréotypé, d'accord? Et le point majeur, c'est le risque hémorragique qui est commun à tous ces médicaments, qui est un risque majeur en raison de la sévérité potentielle des hémorragies qu'on peut observer. Et c'est de la pratique quotidienne courante à l'hôpital. Et donc, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a depuis peu de nouveaux médicaments qui ne sont plus seulement en cours de développement, mais qui sont déjà commercialisés. On terminera par cela. Et ce qui est intéressant, c'est que le développement, donc ils ont l'autorisation de mise sur le marché dans certaines indications, et en parallèle, le développement clinique se poursuit pour avoir des extensions d'indications dans d'autres indications. Donc très rapidement, on va parler essentiellement des anticoagulants, mais pour remettre les choses dans le contexte, médicaments agissant sur la coagulation, il y a différents types de produits, et j'aurais d'ailleurs dû rajouter un autre type de produit, ce sont les médicaments
hémostatiques, c'est-à-dire qui permettent d'arrêter le saignement. Donc on commence par ce qu'on appelle les thrombolytiques, hein, c'est le médicament de l'urgence, voie intraveineuse, très spécifique, et le grand type, ce sont les médicaments qu'on utilise pour la prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë, donc ce sont les médicaments de l'urgence très spécifiques, on n'en parlera pas, vous les verrez probablement en cardiologie. Tout le groupe des anticoagulants qu'on va traiter aujourd'hui et qui va regrouper des médicaments très différents. D'abord parce qu'il y en a qui ne sont utilisables que par voie parentérale, les héparines. Il y a apparenté aux héparines des médicaments dits héparinoïdes. Alors ça c'est un peu une querelle d'experts parce que certains, pour ne pas les nommer, le laboratoire qui développe le Fondaparinux estime que son produit n'est pas une héparine, mais je pense que pharmacologiquement parlant, on peut considérer que c'est une héparine. Il y a ensuite les anticoagulants oraux, les AVK, qui étaient jusqu'à il y a 6 mois la seule classe d'anticoagulants oraux disponible dans le monde, et qui sont rejoints depuis peu par 2 autres médicaments que j'ai oublié de mettre sur cette diapo, j'en suis désolée. Et il y a des médicaments plus spécifiques, tels que l'irudine, des antithrombines directes. À part donc, des médicaments qui agissent plus spécifiquement sur la plaquette, vous avez les antiagrégants qu'on utilise, alors là c'est aussi d'utilisation courante, en particulier en service de cardiologie, hein, l'aspirine, la ticlopidine, le ticlide, mais qui est maintenant vieux, donc c'est pour ça qu'il est entre parenthèses, mais il est toujours commercialisé, ticlide, le clopidogrel, le Plavix et la persantine qui est encore utilisée mais de façon très ponctuelle dans certains tests. Je donne éventuellement là, ce ne sont que les DCI, les dénominations communes internationales, les non commerciaux, vous les aurez au fur et à mesure de la présentation. Donc ce sont des médicaments qui vont toucher beaucoup de personnes, vous allez voir selon les indications, c'est plusieurs centaines de milliers de patients dans un pays comme la France sont sous anticoagulants ou seront un jour sous anticoagulants. Et il y a des situations où vous allez avoir coexistence de plusieurs de ces produits. L'exemple type, c'est l'infarctus à la phase aiguë, où vous allez administrer, donc pour la thrombolyse, pour traiter le caillot, un thrombolytique avec de l'héparine par voie parentérale et avec de très fortes doses d'antiagrégants. D'accord ? Et donc vous allez avoir des complications éventuelles. On a eu par exemple ce matin une question avec une patiente qui a été thrombolysée ce week-end et qui a présenté une thrombopénie assez sévère, sans hémorragie, et il fallait déterminer quels étaient les médicaments responsables de cette thrombopénie. Donc ça c'est de la pratique relativement courante quand vous êtes dans un hôpital où il y a de la cardiologie. Les héparines, donc on commence par les héparines, ensuite je vais vous parler des AVK et je vais terminer par les nouveaux anticoagulants. Les héparines, il faut savoir que donc, ce sont des mucopolysaccharides, un mélange hétérogène. C'est fabriqué à partir de tissus d'animaux, essentiellement d'intestins, de porcs, de moutons. Ceci explique, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, en 2008, en mai 2008, il y a eu des problèmes autour de certaines héparines qui étaient contaminées parce qu'elles provenaient de matières premières de Chine, et elles avaient été contaminées par des produits non autorisés dans la préparation avec des conséquences éventuelles pour les patients. Ça a été pas mal diffusé dans la presse grand public, il y a eu des articles dans le Figaro, etc. Donc bon, tout ça pour vous, il faut que vous gardiez à l'esprit que les héparines que vous allez utiliser, qu'elles soient non fractionnées ou les héparines de bas poids moléculaire, ce ne sont pas des molécules de synthèse. Donc le poids moléculaire varie selon la fragmentation, et vous avez donc des poids moléculaires aux alentours de 5000 à 30 000 Dalton, et avec bien sûr les low molecular weight héparines, les petits poids moléculaires, hein, elles sont inférieures aux alentours de 5000. Donc vous allez de toute façon avoir des différences, ne serait-ce qu'en termes de composition, entre les héparines non fractionnées, les HBPM, et même également entre HBPM. Attention, une héparine n'est pas interchangeable systématiquement par une autre. L'activité de l'héparine passe par l'antithrombine 3. Alors ça, je pense que vous savez ça certainement mieux que moi. L'antithrombine 3 qu'on appelle le cofacteur de l'héparine.
Et donc, l'héparine potentialise d'un facteur 1 à 10, voire 100, l'activité de l'antithrombine, cette antithrombine étant l'inhibiteur des protéases 2 et 10 essentiellement. Et donc, elle va inhiber la transformation, la fabrication de facteurs 2 ou 10 activés. Et donc, vous voyez que là, il y a déjà ce que je vous disais sur cette fabrication des héparines. On le retrouve dans le mode d'action, puisque vous voyez que vous avez, selon la longueur de la chaîne, une activité différente. D'accord ? Donc les chaînes longues, elles sont l'héparine non fractionnée, elles ont une activité anti-2 majoritaire, et les chaînes courtes, les héparines de bas poids moléculaire, anti-10. D'accord ? Donc je reviens en arrière. HNF, c'est 10, 2 équivalents, mais surtout pour les HBPM, c'est 10 essentiellement. Bon, ce sont des petits détails, c'est pas à savoir complètement par cœur, mais quand même sachez, je le répète, en particulier d'une héparine de bas poids moléculaire à l'autre, l'activité n'est pas la même. Donc ça, pour vous illustrer de façon un peu évidente les différences entre d'une héparine à l'autre. Vous avez à votre gauche les héparines non fractionnées, des chaînes longues, avec le site qui accroche les héparines sur l'antithrombine illustré avec les petits points rouges qui sont des pentasaccharides. Chaînes longues, nécessité d'injections multiples ou d'utilisation parentérale au long cours. Les héparines de bas poids moléculaire au milieu qui ont été une réelle avancée parce qu'on a en quelque sorte un peu simplifié le principe actif et qui permettent le plus souvent 1 à 2 injections par jour. Et à part le pentasaccharide qui est le Fondaparinux dont je vous parlerai rapidement, qui est lui un produit de synthèse, d'accord, et qui permet 1 administration par jour, toujours par voie parentérale, qui est le Fondaparinux ou Arixtra. Donc les héparines, elles ne sont pas absorbées par voie orale, hein, vous l'avez deviné, donc l'administration est uniquement parentérale. Un point important, elles ne passent pas la barrière placentaire, aucune héparine, et donc on peut utiliser ces héparines chez la femme enceinte. C'est-à-dire qu'une femme qui a une valve cardiaque nécessitant un traitement anticoagulant à vie, si elle veut être enceinte, arrêt des AVK, mise en route d'un traitement par HBPM le plus souvent, hein, ce qui est quand même très contraignant, ça veut dire pendant toute sa grossesse, injection sous-cutanée pendant tous les jours. Donc je vous l'ai dit, la demi-vie est variable hein, selon la voie IV ou sous-cutanée, la posologie et les indications. La plupart des héparines de bas poids moléculaire, enfin la plupart, toutes sont éliminées par voie rénale, d'accord. La voie rénale, en cas d'insuffisance rénale, il faut privilégier la voie intraveineuse avec l'héparine non fractionnée, l'héparine sodique. Et j'ai beaucoup insisté sur la grande variabilité. C'est-à-dire que là, il y a des schémas posologiques, bien sûr. Donc, une des premières choses que vous allez faire en arrivant pour vos premières gardes, ça sera de vous faire un schéma, hein, d'apprendre. Parce que selon les hôpitaux, il n'y aura pas toujours les mêmes HBPM. Donc, vous allez arriver, par exemple, si vous êtes à Pompidou, c'est Lovenox et Fraxiparine, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous allez apprendre les posologies du Lovenox, l'héparine sodique. Bon, le plus souvent, c'est de la Shoei, c'est à peu près partout la même. Vous apprenez vos posologies. Le bolus IV suivi de la perfusion continue si c'est de l'urgence, l'embolie pulmonaire, la thrombose aiguë. Et après, le suivi à adapter en fonction du patient. D'accord ? Donc là, le lieu n'est absolument pas de vous donner des protocoles que vous allez retrouver au fil du temps. Hein. Je pense que il faut que vous compreniez le principe du traitement. Le principe du traitement est le suivant. Vous utilisez de faibles doses en prophylaxie, pas très vrai, hein, c'est pas le traitement. La prophylaxie des accidents thromboemboliques veineux, hein, des thromboses veineuses, des doses un peu plus fortes dans le traitement donc le traitement curatif des accidents thromboemboliques veineux. J'ai oublié, j'aurais dû mettre un échelon intermédiaire entre faibles et fortes. Les fortes doses, syndrome coronaire aigu, donc l'angor, l'IDM, des occlusions artérielles périphériques, et des doses très élevées dans les circuits d'hémodialyse et en cas de chirurgie cardiaque, où vous savez que la chirurgie cardiaque, on fait une circulation extracorporelle, on fait passer donc le sang dans des tuyaux
de matières qui font qu'on est obligé d'injecter de très très fortes posologies d'héparine pour éviter que le sang ne coagule dans le circuit. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de l'héparine dans les produits sanguins labiles. PSL, c'est les produits sanguins labiles, c'est-à-dire que quand vous allez prescrire un culot globulaire, dans la poche, il y a de l'héparine. Et en réanimation, les gens qui ont des voies périphériques, voire même centrales, mais qui parfois ne servent pas tout le temps, on injecte de temps en temps des bolus d'héparine sodique pour que la voie soit perméable. Donc, je vous le redis, dans certains services, ça va être 100% de patients traités par héparine, clairement. Hein, dans l'unité de soins intensifs de cardiologie, c'est énormément, cardio, chirurgie cardiaque. Ce sont des doses éventuellement élevées d'héparine. La chirurgie orthopédique, la chirurgie abdominale, ce sont des doses moins fortes d'héparine, mais ils sont quasiment tous sous héparine, de bas poids moléculaire le plus souvent, pour prévenir les accidents thromboemboliques veineux. Pourquoi? Parce que les gens sont alités, ne bougent plus. D'accord. Dans les services de médecine interne, c'est aussi souvent de la prophylaxie. Le reste du curatif, vous allez le voir dans les services de médecine vasculaire, dans les services de pneumologie. Je dirais que où que vous soyez plus tard, bon, bien sûr dans un CHU, dans un CHG, mais aussi dans des cliniques privées, ou voire même si vous avez un exercice de ville, vous verrez de toute façon des patients sous anticoagulants. Hein. Les libéraux peuvent traiter en ambulatoire chez lui un patient qui a une thrombose veineuse profonde non compliquée. On fait un Doppler dans le cabinet du coin, on met le patient sous héparine, il y a une prise de sang à faire et on fait passer l'infirmière une fois par jour pendant une dizaine, quinzaine de jours. Voilà. Donc ce sont des médicaments très utilisés. Qu'est-ce qu'on surveille et quels sont les éléments importants? Donc, si je vous ai dit coagulation, risque hémorragique, eh bien, écoutez, il faut faire une numération formule sanguine, éventuellement un groupe. Quand j'ai fait une formation à des médecins généralistes il y a quelques mois, ils étaient surpris de voir qu'il fallait un groupe sanguin. Et je pense que dans leur pratique, ils ne le faisaient pas systématiquement. C'est plus une thématique d'hôpital, mais néanmoins, le patient qui arrive en urgence parce qu'il a un hématome du psoas compressif et on n'a pas la carte de groupe, on va perdre du temps. Donc bon, éventuellement un groupe. S'assurer à l'occasion d'une prescription d'héparine, pourquoi pas, que la carte de groupe de votre patient est à jour. On fait une surveillance biologique. Alors ça va être revu probablement en biologie, à moins que vous ne l'ayez déjà fait. Mais le plus souvent, donc on mesure l'activité, l'héparinémie ou l'activité anti-10A. Dans certains hôpitaux, c'est encore le TCA. Donc j'ai l'impression que je ne suis pas biologiste, je ne suis pas hématologiste, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Hein. Donc là aussi, ça sera à vous adapter dans votre pratique selon le lieu où vous allez être. Mesurer éventuellement soit un TCA, soit une héparinémie, c'est pas très important. Après, ce qu'il faut savoir, c'est où vous vous situez. On ne mesure en théorie pas l'activité, l'héparinémie, si c'est un traitement préventif. D'accord ? Et en théorie, si vous le faites, cette héparinémie est inférieure à 0,2 unités par millilitre. D'accord, mais dans certains cas, on peut conseiller quelqu'un de très âgé qui a une insuffisance rénale, un petit poids. On lui donne peut-être pas la dose habituelle où on a envie de savoir où il se situe. Le curatif, ça va dépendre un peu de vos HBPM, mais globalement, hein, la fourchette c'est 0,5 à 0,8. Ou là, bon, 0,3, 0,6, mais certaines, je crois que le Lovenox c'est jusqu'à 0,8. D'accord. Là aussi, le rythme de votre surveillance biologique va dépendre du type de schéma que vous avez. Hein. La perfusion continue, c'est 4 heures, à partir de 4 heures après le début, et c'est n'importe quand, puisque vous êtes censé être à un steady state, enfin à un plateau. Alors que dans les injections 2 fois par jour, les schémas par exemple 2 fois par jour, ça sera a priori entre 2 injections, et ça c'est à vérifier. Okay. Il y a un deuxième point, donc je vous ai parlé du groupe, de l'activité biologique. Il y a un troisième point, donc important, c'est la surveillance des plaquettes. Et vous le verrez après pourquoi, parce qu'il y a un effet indésirable qui est rare, mais potentiellement très grave, qui est la survenue d'une thrombopénie au cours d'un traitement par héparine. Et donc bien sûr, il y a une surveillance clinique, hein, on vérifie, enfin on suit particulièrement son patient, en particulier en cas de traitement curatif, et pensez également à surveiller l'efficacité, c'est-à-dire que la thrombose distale du membre, il y a quand même des suivis éventuellement écho-Doppler ou cliniques, voir si le patient va mieux et si la thrombose ne s'étend pas.
Donc, le principal effet indésirable des héparines, donc je vous l'ai dit, risque de saignement et d'hémorragie. Hein. Vous comprenez bien que vous introduisez un médicament anticoagulant, et bien globalement, le risque majeur, c'est la coagulation, l'hémorragie, pardon. Les facteurs de risque identifiés hors surdosage. Il est vrai qu'il est évident, donc je ne vais pas parler des surdosages, que si vous surdosez votre patient, le risque est majeur. Hein. Bon, donc vous l'utilisez bien, correctement, vous avez fait une bonne prescription, vous avez fait votre activité anti-10 et vous avez une héparinémie correcte, mais malheureusement, malgré cela, vous avez un risque hémorragique parfois important, avec ces facteurs de risque qui sont identifiés dans la littérature, mais il y en a peut-être d'autres. Chirurgie ou traumatisme récent, l'association avec de l'aspirine, médicaments agissant sur les plaquettes, ou les anti-G2B3A, qui sont des médicaments utilisés également dans la phase aiguë de l'infarctus, des thrombolytiques, hein, d'accord. L'insuffisance rénale, l'âge, hein, plus vous êtes vieux, plus vous avez un risque hémorragique. Enfin, il semble que les héparines non fractionnées soient à l'origine de plus d'accidents hémorragiques que les héparines de bas poids moléculaire. Donc, hors surdosage, facteur de risque de saignement. Prise en charge des hémorragies, je commence par ça. Une hémorragie grave, c'est une urgence vitale. Hein. Il y a encore des gens qui meurent d'une hémorragie liée à un anticoagulant, enfin à une héparine de bas poids moléculaire. Donc c'est la réanimation habituelle, la pose d'une voie. Donc ça, c'est les choses habituelles que vous devez connaître de prise en charge d'un accident hémorragique grave, quelle que soit l'origine. La seule chose qu'on peut faire quand on sait que le patient est sous anticoagulant, c'est donner un antidote, mais qui n'est pas parfait, hein, le sulfate de protamine. Donc ça aussi, c'est pareil, on remplace dose par dose, mais malheureusement, le sulfate de protamine est efficace en cas d'hémorragie avec une héparine non fractionnée, moins efficace avec les HBPM, d'accord ? Mais on en fait quand même systématiquement, donc dose pour dose. Donc on va calculer en fonction de l'héparinémie, quelle est la quantité d'héparine présente dans l'organisme, et on va essayer de neutraliser avec la même quantité de protamine. D'accord ? Si vous avez un surdosage avec un résultat d'héparinémie qui vous revient élevé, et ce que je souhaite, votre patient ne saigne pas, il y a quand même des petites choses à connaître pour éviter de se précipiter, d'arrêter parfois de façon brutale et sans raison un traitement. Toujours vérifier l'origine du prélèvement. En hémostase, en biologie, ils connaissent ça très bien, c'est-à-dire c'est l'infirmière qui prélève en amont de la perfusion, donc elle prélève en gros en plein dans l'héparine, quoi. Donc vous avez des fois des surdosages énormes alors qu'en fait c'est un artefact de prélèvement. Donc vérifiez l'origine, ne pas hésiter à redemander un deuxième prélèvement. Si vous avez une héparine IV, diminuez la posologie, ça c'est assez simple, et on recontrôle quelques heures plus tard. L'héparine sous-cutanée, c'est beaucoup plus embêtant puisque de toute façon, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas baisser tout de suite la posologie. Donc vous vérifiez bien si votre prélèvement a été fait correctement, si vous n'êtes pas au pic, hein, si vous n'êtes pas trop haut et qu'en fait vous avez mal interprété. Vous diminuez la posologie, vous contrôlez. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la voie sous-cutanée discontinue de 1 à 2 injections par jour doit être évitée chez les patients à risque hémorragique. Donc si vous vous souvenez de la diapo précédente, les patients âgés, les patients insuffisants rénaux, hein, les patients fragiles qui viennent d'avoir une chirurgie en général, bon, la phase post-op immédiate ou les quelques jours un peu critiques, on préfère toujours l'héparine non fractionnée, sodique par voie intraveineuse. C'est ce que vous avez le plus souvent dans les services hospitaliers. Donc juste pour terminer les héparines, les thrombopénies, hein, complications rares, peu fréquentes, hein, moins de 5% des patients. Alors il y a dans la littérature une incidence qui change. Donc c'est pour ça que vous avez des fourchettes assez larges. De 1 à 5%, le risque semble plus important avec des héparines non fractionnées qu'avec les héparines de bas poids moléculaire. D'accord ? Ça veut dire que sur 100 patients, vous allez éventuellement avoir à peu près un cas de thrombopénie immunoallergique à l'héparine. Pour vous donner une idée, sur un hôpital comme Pompidou, où a priori on travaille en collaboration avec la pharmacie, l'hémostase, et où on pense pister à peu près toutes les suspicions, enfin tous les cas possibles de thrombopénie à l'héparine, on a à peu près 80 suspicions par an.
Et en gros, on a une dizaine d'authentiques thrombopénies immunoallergiques à l'héparine qu'on diagnostique. Par exemple, celle de ce matin, la patiente de ce matin qui avait une thrombopénie, donc elle avait chuté, elle était passée, enfin elle avait diminué de plus de la moitié de ses plaquettes, sans hémorragie. Je vous ai dit que c'était un infarctus à la phase aiguë, donc elle avait eu un thrombolytique de l'héparine. Ils avaient suspecté une TIH. Bon, sur des arguments chronologiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a complètement éliminé ce diagnostic et il s'avère que c'est plus probablement le thrombolytique qu'on a utilisé qui consomme les plaquettes, qui est à l'origine de cette thrombopénie. Donc, c'est un effet potentiellement grave parce que vous avez un phénomène d'activation des plaquettes par des anticorps. Votre patient va générer des anticorps dirigés contre le facteur 4 tissu plaquettaire, pardon, le PF4. Et donc vous allez avoir paradoxalement, alors que votre patient est sous héparine, une thrombose, une situation de thrombose. Votre thrombopénie est due au fait que les plaquettes se consomment, s'agglutinent, et vous avez des thromboses artérielles qui peuvent être dramatiques, puisque, bon, en général, les patients, si on ne les prend pas en charge suffisamment tôt, peuvent mourir, mais il y a aussi des amputations de membres, parce que vous avez une ischémie distale. Donc, c'est quand même... cet effet indésirable est suffisamment grave pour qu'on instaure un suivi des plaquettes. D'accord ? Sachant que ces thrombopénies à l'héparine surviennent en moyenne entre le 5e et le 8e jour de traitement, ça peut aller jusqu'à 20 jours. Donc il y a cette thrombopénie brutale que vous n'expliquez pas par l'évolution clinique de votre patient, pas d'autres médicaments, etc. Donc on prend votre patient, lorsque vous allez mettre en route un traitement par héparine, vous faites votre numération, formule sanguine, plaquette, comme ça vous avez un chiffre de base. Un grand classique, c'est le patient qui va arriver aux urgences avec des plaquettes à 50 000. Le problème, c'est que si on n'a pas les plaquettes avant la mise en route du traitement, on ne sait pas de quel chiffre on part et on est extrêmement embêté. Alors ça, c'est un peu la théorie, parce que la pratique, ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, enfin, tous les médecins ne suivent pas parfaitement les plaquettes de leurs patients, même à l'hôpital, et que ce qui est intéressant, quand vous analysez les recommandations des différents pays européens, par exemple, concernant les héparines de bas poids moléculaire, la France est le seul ou un des seuls à recommander cette numération plaquettaire régulière. C'est-à-dire que les autres pays considèrent que, vu l'incidence très faible de cet effet indésirable potentiel, on ne va pas le recommander, c'est trop coûteux. Donc après, ça sera, bon, je vous le dis, c'est quand même dans l'AMM en France, donc il faut le faire. C'est-à-dire que là, s'il y a un pépin, le médecin peut être, on peut lui reprocher de ne pas avoir suivi les recommandations. Donc c'est plaquette avant, puis 5 jours, une fois tous les 5 jours pendant les 3 premières semaines, quand c'est un traitement long, et après on arrête parce que le risque diminue. Et le deuxième point, le corollaire de cet effet grave, c'est qu'on vous recommande d'avoir des traitements les plus courts possibles. Il y a des cas où, quand on va dans les services, on se rend compte qu'on met les gens, mais ça c'est vrai pas seulement pour les héparines, mais parfois pour les antalgiques ou pour plein d'autres médicaments à l'hôpital, on met en route un traitement et on critique plus, on se souvient plus, c'est rentré, c'est banal. Éventuellement, la situation clinique peut changer, et donc, bon, on est parfois surpris de voir, bon, le clinicien vous dit « Ah mais non, mais elle n'a plus besoin d'héparine, alors en fait, ça fait 15 jours qu'elle l'a, on l'avait mise au début parce qu'elle ne marchait pas, la patiente va mieux, la bronchite va mieux, elle galope, elle va bientôt sortir, et en fait, elle aura eu 10 jours d'héparine de trop. » Et c'est vrai que si vous mettez chez ce genre de patient une complication gravissime, c'est un coût à payer, c'est un coût énorme, si vous voulez. Donc, pensez, ça c'est une remarque très générale, sur les prescriptions médicamenteuses que vous faites, pensez à les critiquer, pensez à les réanalyser, pas tous les jours, mais assez souvent pour les remettre en cause. D'accord ? Un deuxième très bon exemple à l'hôpital, c'est le Perfalgan, le paracétamol par voie intraveineuse, donc on donne de façon systématique en post-op. Vous avez donc le Perfalgan prescrit 4 grammes IV, donc l'infirmière fait, etc. C'est un coût important parce que c'est un coût humain, installer la perfusion, sont des flacons de verre, etc. Or, on sait parfaitement que le Perfalgan, par voie intraveineuse, n'a aucune raison, enfin, n'apporte rien de plus que du paracétamol par voie orale. Donc déjà, le premier point, en termes d'efficacité de pharmacocinétique, c'est pareil. Donc déjà, le premier point, c'est dès que le patient mange, il n'a plus besoin de Perfalgan.
D'accord. Il y avait eu comme ça un éditorial d'un thérapeute du président du comité du médicament de la paix qui avait fait un éditorial en disant perfalgan et plateau repas. À partir du moment où vous avez un plateau repas, le patient mange, il n'a pas besoin d'avoir du perfalgan. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est le côté systématique antipyrétique antalgique. Les gens n'ont parfois plus mal. Hein. Il faut penser à leur demander où vous en êtes, pas hésiter à diminuer les posologies. Donc ça, c'était la parenthèse. Prescription systématique abusive. Voilà. Je vais terminer par 2-3 autres médicaments anticoagulants utilisables par voie injectable. Vous n'avez pas de questions sur les héparines ? Vous en avez déjà dans les stages hospitaliers, vous n'avez pas fait du tout de stage? Pas du tout, si. Alors vous avez fait des injections ou non? Oui. Vous connaissez ça parfaitement? Oui, non? Pas du tout? Pas encore? Bon. Donc pour terminer sur les anticoagulants injectables, l'Orgaran d'anaparoïde sodique, qui est un héparinoïde de bas poids moléculaire, c'est une héparine de bas poids, enfin comme une héparine de bas poids moléculaire, un anti-10. Et en fait, je vous le dis uniquement parce que pour ça, c'est le produit qu'on donne en cas de suspicion de thrombopénie immunoallergique à l'héparine. D'accord ? Il est comme l'héparine, donc c'est des mêmes schémas thérapeutiques. Il y a une demi-vie quand même plus longue, hein, de l'ordre de plus de 24 heures, donc il y a un risque d'accumulation. Donc il faut absolument faire attention, parce que si vous voulez, si vous mettez votre patient qui a une suspicion de thrombopénie à l'héparine, déjà il n'a pas beaucoup de plaquettes, vous rajoutez ça et vous le surdosez un peu, on a des accidents hémorragiques parfois assez graves. Donc Orgaran, produit qui est coûteux, qui coûte à l'hôpital beaucoup plus cher qu'une héparine, qui est en ce moment en rupture de stock. Ça me fait rire parce que c'est une rupture de stock qui dure depuis plus d'1 an maintenant. Donc je ne sais pas, ils ont des problèmes de fabrication avec je ne sais plus quel est le labo. Donc on réserve sur la PHP, mais sur beaucoup d'hôpitaux, vraiment uniquement aux patients qui ont une suspicion de TIH aigu, hein, en cours. Donc qui est par exemple sur ordonnance nominative et qui nécessite un suivi très précis. Le deuxième produit, le refludan, la lépirudine, qui est un inhibiteur direct et spécifique de la thrombine et qui ne passe pas par l'antithrombine. C'est le deuxième produit disponible en France dans l'indication également de la thrombopénie immunoallergique à l'héparine aiguë. Et par contre, on n'aime pas trop l'utiliser parce qu'il y a un risque allergique, comme je vous l'ai dit. Il y a eu des chocs anaphylactiques chez certains patients lors de la réintroduction. C'est un produit qui est tiré du... quelqu'un le sait, les sangsues qu'on mettait auparavant, voilà, c'est issu de l'observation animale. Vous savez que au Moyen-Âge, les sangsues avaient des vertus curatives dans les œdèmes, etc. En fait, il y a un anticoagulant, d'accord ? Donc c'est une administration uniquement parentérale, par voie intraveineuse, une surveillance biologique impérative avec une mesure de l'irudinémie très spécifique. Vous l'oubliez, vous en avez juste entendu parler, ça existe. Voilà, c'est ça. Antithrombine directe, l'épirudine. Le Fondaparinux, c'est pas le lieu du cours, mais je pourrais vous en parler très longuement parce qu'il y a un suivi de pharmacovigilance dont on a la charge sur ce produit. C'est, souvenez-vous, dans les schémas que je vous ai montrés avec ces chaînes et les petits points rouges, c'est le produit, le pentasaccharide qui reproduit uniquement le site de liaison de l'héparine à l'antithrombine. Donc c'est conceptuellement très intéressant, c'est-à-dire qu'on a modélisé le site d'action d'une classe médicamenteuse. D'accord. Au début, c'est un produit qui a été développé par Sanofi Aventis, puis revendu à GSK, qui le développe depuis maintenant une dizaine d'années, parce que sinon, Sanofi était en situation de monopole, parce qu'un des produits phares de Sanofi, c'est le Lovenox. Hein. Fraxiparine, c'est le laboratoire qui a développé les héparines de bas poids moléculaire. Donc le Fondaparinux, c'est une héparine toute petite, mais c'est de l'héparine. Donc, mêmes indications, prévention des thromboses veineuses profondes en chirurgie, petite dose, 2,5 mg, et dans le traitement curatif des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires, 3 doses. Alors là, c'est
pas du tout comme les héparines, hein. Tout à l'heure, j'étais incapable de vous donner des doses précises, mais là, je peux. En curatif, c'est 5, 7, 5 et 10 mg selon le poids. D'accord, c'est que de la voie sous-cutanée, il n'y a pas, on ne fait pas en intraveineux. Et donc il y a des posologies qui varient. Là je vous ai mis par exemple une chirurgie de hanche. On fait la première injection 6 heures après la fin de la chirurgie, puis une posologie de 2,5 mg par jour pendant 5 à 9 jours, voire des fois 24 jours. Il y a une élimination uniquement rénale, hein, donc il y a une contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère, une demi-vie longue, hein, plus longue que celle des HBPM, proche de celle de l'Orgaron si vous vous souvenez. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est un risque hémorragique qui a justifié, en particulier en France, où la France a été un des premiers pays où le Fondaparinux a été utilisé. Et il y a eu des accidents hémorragiques qui ont été rapportés de façon très importante. Donc il y a eu une enquête et on a envoyé un courrier au prescripteur pour rappeler la bonne utilisation de ce produit. Parce que visiblement, les cliniciens, comment dirais-je, la présentation du produit qui leur était faite, molécules de synthèse très spécifiques, l'utilisaient largam à nu et de façon dans des indications un peu fantaisistes, on va dire. Donc j'ai terminé avec les anticoagulants par voie parentérale. Donc le message principal, donc les héparines, hein, un petit peu de Fondaparinux, vous allez probablement en trouver dans les hôpitaux où vous allez travailler. Vous renseignez quand vous arrivez sur les types d'héparines qui sont disponibles, voir les principaux schémas posologiques. Pensez au risque hémorragique avec les héparines, pensez à la fonction rénale, au suivi biologique. On termine par la voie orale. Et alors, il y a un gros paquet qui reste d'actualité, qui sont les antivitamines K, qui vont, nous l'espérons peut-être, être détrônés, puisque de nouveaux anticoagulants par voie orale sont maintenant commercialisés. Donc les AVK, c'est une classe médicamenteuse qui est connue depuis plus de 50 ans, qui agissent comme enfin on verra plus tard, mais la mort au rat, en fait, sont des AVK, d'accord, hein. Voilà. Non mais bon, les rats meurent d'hémorragie. On les surdose, hein, on leur donne des anticoagulants et voilà. Donc cette classe est essentielle. Elle est essentielle parce qu'il y a plein d'indications pour lesquelles vous avez besoin d'un traitement et vous comprenez instinctivement qu'une anticoagulation parentérale pour quelqu'un à vie, c'est non gérable, d'accord. Donc, on l'utilise dans beaucoup d'indications. La prévention primaire ou secondaire de la maladie thromboembolique veineuse. Donc, des gens qui, par exemple, ont un facteur génétique prédisposant aux thromboses multiples, eh bien, on va leur donner ce traitement à vie. Les gens qui ont des valves cardiaques, une valve mécanique cardiaque qu'on vous pose à l'âge de 20 ans, ça sous-entend à vie un anticoagulant par voie orale. Vous faites une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde parce que vous avez été hospitalisé, immobilisé. On va vous donner 3 à 6 mois d'anticoagulants quand vous allez sortir de chez vous. Donc, vous voyez, hein, il y a également toute la situation qui est un des plus gros pourvoyeurs d'utilisation des anticoagulants par voie orale, les troubles du rythme cardiaque, l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, donc qui va favoriser la survenue d'emboles en particulier, enfin d'accidents vasculaires. Donc on met les gens pareil sous anticoagulants. Voilà. Donc vous avez 2 principales classes en France. La France, là aussi, est une exception. Dans la plupart des pays, on utilise des dérivés coumarini, qui est la warfarine que je vous ai mis en rouge, et le produit sur lequel il y a toutes les publications internationales. Et en France, on utilise encore les indandiones, la fluindione et la phénandione, sachant que tous les autres pays ne l'utilisent plus parce qu'on considère qu'il y a plus d'accidents immunoallergiques avec les indandiones. Donc moi, je ne vais vous parler que de la warfarine. Cette classe médicamenteuse, plus encore que les héparines, est caractérisée par un index thérapeutique étroit, une très grande variabilité, etc., des interactions, des gros problèmes d'utilisation, ce qui explique pourquoi les cliniciens attendent désespérément depuis peut-être pas 50 ans, mais au moins 10 ans, des nouveaux anticoagulants oraux plus maniables. Donc le mécanisme d'action des AVK,
des antivitamines K, vous savez parfaitement qu'il y a des facteurs de la coagulation vitamine K dépendants. Donc le 10, le 9, le 7 et le 2, n'est-ce pas? Plus 2 inhibiteurs, les protéines CS, qui sont également vitamine K dépendants. Donc c'est un effet anticoagulant indirect, d'accord, hein, via la synthèse des formes actives de ces facteurs de la coagulation. Je vais vous montrer un superbe petit schéma. Voilà, votre AVK va intervenir sur une enzyme qui est l'enzyme la vitamine K époxyde réductase qui intervient dans le cycle de la vitamine K. La vitamine K, pour être efficace, doit être réduite. Donc cette enzyme clé de la phase de réduction avant de passer par la deuxième enzyme qui va transformer vos facteurs vitamine K dépendants inactifs en facteurs actifs. Donc là, l'AVK inhibe la VKOR C1 d'ailleurs, parce que c'est une sous-unité VKORC1, et donc vous n'avez plus de synthèse de vitamine K réduite, et donc plus de synthèse de vitamine K actif, d'accord ? Un deuxième point sur lequel on reviendra, c'est le métabolisme. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ce qui est intéressant, je vous ai dit que la classe est connue depuis 50 ans. VKOR, ça a moins de 10 ans dans la littérature médicale. C'est-à-dire qu'on utilisait ces médicaments sans bien connaître de façon très précise le site d'action. Donc, remarque importante, ce ne sont pas des médicaments de l'urgence, puisque vous passez par la synthèse des facteurs de la coagulation vitamine K dépendants. Hein. Donc vous ne traiterez jamais dans l'urgence quelqu'un par AVK, premier point. Il y a un délai d'action pour l'obtention de l'hypoprotrombinémie, fonction de la demi-vie des facteurs de la coagulation, du métabolisme, etc. Et ça, c'est une source aussi de variabilité. Hein. Donc, si vous avez une indication à un traitement anticoagulant par voie orale, vous passez forcément par de l'héparine. Et vous avez cette phase difficile, cruciale, où vous allez avoir en même temps votre héparine et votre AVK. Vous allez surveiller ces deux anticoagulants. Alors, la warfarine par voie orale, donc absorption intestinale rapide, biodisponibilité importante, demi-vie 36 à 42 heures. C'est pareil, hein, à l'inverse. J'arrête ma warfarine parce que je saigne, je donne de la vitamine K, vous le verrez après, parce que sinon ma warfarine, elle est encore active sur les facteurs de la coagulation pendant un certain temps. Il y a alors, il y a une liaison aux protéines plasmatiques. Donc, ça a été très longtemps un grand modèle de pharmacologues distingués. Hein, je déplace, avec des médicaments qui se lisent sur l'albumine, donc je déplace, donc la forme libre augmente, etc. Bon, c'est probablement moins vrai. Donc, on a beaucoup interprété cette liaison aux protéines plasmatiques pour expliquer des interactions médicamenteuses. Bon, vous verrez après. En fait, c'est probablement très très peu important en pratique courante dans la variabilité de la réponse. Mais enfin, quand même, sachez, AVK, warfarine, protéines plasmatiques, liaison, risque éventuel. Le métabolisme hépatique, donc il y a 2 isomères, et passe par des cytochromes, et donc le fameux cytochrome 2C9. Les métabolites sont peu actifs, il y a une excrétion urinaire. On en parlera après du métabolisme, parce que c'est une des principales sources de variabilité. Contrairement à l'héparine, il y a un passage transplacentaire. Donc il y a un risque qui est d'abord un risque tératogène, hein, avec si une femme en début de grossesse prend un AVK, des malformations qui sont assez bien décrites, des malformations du crâne, des malformations du visage. Donc c'est une contre-indication absolue à un traitement par AVK s'il y a une grossesse. La deuxième en fin de grossesse, alors que le risque tératogène, on pourrait penser, je vais mettre quelques mois des héparines, puis après je mets sous AVK une fois que ce risque tératogène est passé. Le seul problème, c'est le risque hémorragique. Hein, je vous l'ai dit, la femme accouche. Bon, donc, grossesse, anticoagulant par voie orale, non. Et donc la relation dose-effet de la warfarine est la variabilité, on va beaucoup insister là-dessus, de la variabilité de l'effet des AVK selon différents facteurs. Juste avant de parler de cette variabilité, on suit le traitement. Tout à l'heure, c'était une héparinémie, une activité anti-10A ou le TCA. Là, on le suit
Quand j'ai fait mes études, c'était le TP. Là, on le suit sur l'INR. Mais vous verrez encore, dans certains laboratoires biologiques, vous avez le TP qui traîne. Mais bon, il faut apprendre que l'INR. Donc International Normalized Ratio, calculé à partir d'un temps de coagulation plasmatique. Donc là, vous n'êtes pas sous AVK, je vous fais un INR, il est aux alentours de 1. 1, 2, c'est normal, d'accord. Ce paramètre permet de vérifier donc l'hypocoagulité du plasma par 3 des 4 facteurs vitamine K dépendants, le 2, le 7 et le 10. Donc avant le traitement, je vous l'ai dit, il est à moins de 1,3. Puis, selon l'indication, on va définir des INR cibles. En général, c'est 2 à 3, mais attention, les valves cardiaques, par exemple, c'est 3,5. Et donc, cette mesure d'INR est essentielle pour les patients sous AVK parce que on va vérifier donc l'ajustement au cas par cas de la posologie. Et donc ça sera votre pratique d'interne dans un service de cardiologie, c'est l'INR de Madame Machin, j'attends qu'il soit efficace avant qu'elle sorte, et vous le mesurez, et vous ne pouvez plus parce qu'il est aux alentours de 1,8, 1,9, le lendemain 1,6. Alors vous dites, si j'augmente la posologie, ça va être explosif 2 jours après. C'est un vrai problème, ça c'est vous le verrez en pratique courante. Il y a des règles, alors il y a des tableaux selon le poids, la taille, on essaie, il y a des abacs, mais après il y aura toujours le patient qui ne rentre pas dans ces abacs, d'accord ? Et donc par la suite, il y a un suivi à vie de cette INR, c'est-à-dire que clairement, votre patient sort avec un demi-comprimé de Préviscan, je dis n'importe quoi, un demi-comprimé de Préviscan, il a un INR à 3, dans les 10 jours, il faut le recontrôler. Et ça sera comme ça toute sa vie, ou du moins tout le temps du traitement. Et ça sera comme ça également pour tout changement de traitement. C'est-à-dire que vous introduisez un nouveau médicament pour lequel vous suspectez éventuellement une interaction, où le patient est plus fragile, il a une bronchite, il a des antibiotiques, etc. On resurveille l'INR. Donc c'est quelque chose de très très contraignant. La variabilité de la réponse. Donc je pense que vous avez compris clairement cette variabilité de la réponse aux AVK. Et donc on va juste brosser les quelques paramètres et on va commencer par les facteurs génétiques. Parce que votre problème, cette balance, donc je remercie Marianne Loriot qui est pharmacien en biochimie, donc qui travaille très précisément en pharmacogénétique, de m'avoir passé cette diapo parce qu'elle illustre très bien votre balance bénéfice-risque en quelque sorte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez anticoagulé et vous avez donc un risque thrombotique. Vous n'êtes pas assez anticoagulé, le risque de thrombose. Vous êtes trop anticoagulé, vous avez un risque hémorragique. Donc vous êtes avec les AVK en permanence entre ces deux risques, avec donc une variabilité qui se définit par certains paramètres. Et on va commencer par les facteurs génétiques de variabilité à la réponse aux AVK et à la warfarine précisément. Et donc il y a une littérature très abondante là-dessus. Et on distingue clairement 2 situations que vous avez vues là-bas, soit une situation où vous allez avoir des patients dits hypersensibles, c'est-à-dire qu'avec une dose moyenne, en fait, ils vont avoir une réponse explosive et donc un risque hémorragique majeur, ou une autre situation où il y a ce qu'on appelle une résistance aux AVK, c'est que là aussi c'est pareil avec la dose standard, l'INR ne bouge pas, vous êtes tenté d'augmenter les doses, et vous avez des fois des doses à 5-6 fois la normale, et votre INR ne bouge pas. Donc, pour les 2 principales cibles de la variabilité d'origine génétique pour les AVK, c'est le métabolisme, donc le cytochrome 2C9, d'accord ? Je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur la warfarine. Elle est active et elle va être métabolisée en métabolites, pardon. Et donc vous allez avoir certains patients des homozygotes mutés pour un allèle du 2C9 qui vont diminuer, le métabolisme est inefficace et donc vous allez avoir une réponse, donc beaucoup de warfarine active et une réponse explosive avec un risque hémorragique majeur. Et donc chez ces patients en théorie, on essaie de diminuer au maximum la dose, d'accord ? Mais le plus important, alors que au début, la littérature sur la variabilité génétique de la réponse aux AVK était surtout sur le 2C9. Plus récemment, on se rend compte
que la variabilité touche plus l'enzyme, le VKORC1, l'enzyme clé du métabolisme de la vitamine K. D'accord. Donc là aussi, il y a des patients, alors il y a deux types de patients qui vont peu exprimer cette enzyme, hein, ce qui fait qu'ils vont, à l'origine, la vitamine K ne va pas être, il y a peu d'enzymes qui vont pouvoir lier la warfarine, et donc la dose classique que vous leur donnez va induire une réponse explosive. Donc là aussi, ce qu'on appelle une hypersensibilité aux AVK. J'aime pas trop ce terme d'hypersensibilité parce qu'on parle aussi d'hypersensibilité aux allergies. Mais bon, des gens très sensibles à de très faibles doses d'AVK. Et la deuxième situation, c'est aussi d'autres mutations sur VKORC1 qui sont beaucoup moins décrites dans la littérature, mais dont on parle, et où là, par contre, il faut augmenter et utiliser de très fortes doses d'AVK. Et le seul problème, c'est que là, curieusement, vous allez aussi avoir parfois un risque hémorragique. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, pharmacogénétique, ces paramètres peuvent compter dans à peu près 30% de la variabilité de la réponse aux AVK. Et donc, sachez que si vous avez, je pense que vous allez encore dans votre exercice devoir utiliser les AVK puisque les nouveaux viennent simplement, les nouveaux anticoagulants oraux viennent simplement de sortir. Une réponse aberrante. Chez quelqu'un, il faut toujours vérifier qu'il prend bien le traitement, qu'il a bien compris et qu'il n'y a pas d'autres interactions qu'on verra après rapidement inhabituelles. Pensez à éventuellement faire une recherche génétique de mutation sur ces différentes enzymes, d'accord, le 2C9 et VKORC1. La variabilité de la réponse, le reste de la variabilité, on l'explique sur différentes choses. Des facteurs environnementaux, donc l'environnement du patient immédiat, les autres médicaments, hein, des interactions médicamenteuses qui peuvent être d'ordre pharmacocinétique, c'est-à-dire je prends un médicament qui va modifier la pharmacocinétique de la warfarine, hein, donc par exemple la cholestéramine, hein, qui est un produit hypolipémiant qui est très peu utilisé, mais globalement on va diminuer l'absorption de warfarine, bon, c'est pour ça que c'est l'exemple que j'ai pris, et donc diminuer l'activité de warfarine, des médicaments qui vont agir sur les enzymes du métabolisme, donc le mylpertuis, miconazole. Et attention aussi à ce type d'interaction que j'appelle des interactions pharmacodynamiques. Hein. C'est d'autres médicaments associés qui ont d'autres actions sur la coagulation. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est des situations très fréquentes où vous allez avoir un patient sous aspirine, sous un autre antiagrégant, Plavix par exemple, ou ticloplidine, également les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'ibuprofène pour un mal de dents, un mal de ventre, va modifier certains paramètres de la coagulation, en particulier sur les plaquettes. Et donc là, vous majorez votre risque hémorragique. Les facteurs alimentaires, alors ça, on en a beaucoup parlé et il semblerait que cette variabilité dans la réponse, alors on disait aux gens, il ne faut pas trop manger de vitamine K, ou si vous allez vous mettre à manger beaucoup de vitamine K dans le chou par exemple, vous allez modifier votre INR. Bon, c'est probablement moins vrai, mais il faut quand même y penser. L'éducation des patients est un point essentiel. Parce que le gros problème des AVK, c'est les hémorragies. Je vous en ai déjà parlé pour les parines, mais là, c'est en tête de liste. Hein. S'il y a une classe médicamenteuse à retenir comme étant la première cause d'effets indésirables médicamenteux en France, ce sont les AVK. Hein. L'incidence est très variable, mais à peu près, on l'estime selon les études, selon les définitions, selon si vous prenez des patients qui viennent de la mise en route d'un traitement ou un suivi, de l'ordre de 1 à 7% des patients sous AVK vont faire un accident hémorragique. Et donc là, il y a une étude française qui a été faite il y a 2 ans, où on a extrapolé à partir d'un tirage au sort dans des services hospitaliers. On a regardé un peu quelles étaient les causes d'hospitalisation pour effets indésirables médicamenteux. Les AVK donc sont les premiers médicaments concernés et on estime à peu près que 17 000 patients en France sont hospitalisés pour un accident hémorragique sous AVK. C'est quand même considérable.
Alors, on sait quand même que le risque est maximal plutôt en début de traitement, mais c'est pas parce que je ne peux pas vous affirmer qu'après 6 mois de traitement par AVK, votre patient n'a pas saigné, il ne saignera jamais, c'est pas vrai. Hein. Il y a des gens qui qui ont 20 ans d'anticoagulants, ils ont suivi, etc., et ils font l'accident vasculaire cérébral hémorragique majeur et ils meurent en neurochirurgie. Donc c'est vraiment, c'est une vraie réalité. Ça justifie la surveillance de l'INR au long cours. Je vous ai expliqué, hein, voilà, l'INR doit être fait. Alors ça va dépendre un peu de votre patient, mais éventuellement tous les 15 jours. Donc c'est dans certains cas, à vie, nécessité de faire ce suivi biologique tous les 15 jours. Les facteurs de risque, souvenez-vous des facteurs de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les héparines, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Il y a toutes les lésions susceptibles de saigner, l'HTA sévère, les problèmes, les troubles cognitifs et les problèmes d'observance. Moi j'ai eu comme ça une patiente qu'on a mise sous AVK qui avait 78 ans et qui semblait autonome chez elle à domicile, etc. Tout allait bien. Elle est revenue par les urgences 2 mois plus tard avec un accident vasculaire cérébral parce qu'en fait elle commençait un Alzheimer. On était passé, on n'avait pas fait le diagnostic précisément et tout simplement elle a pris plusieurs fois la dose, plusieurs jours de suite et donc elle a fait la complication hémorragique dont elle s'est à peu près tirée. Donc ça c'est aussi, alors il y a les infirmières dans les services très prescripteurs d'anticoagulants font de l'éducation et vous, votre rôle comme interne ou médecin général où que vous soyez, ça sera de vérifier que votre patient a compris. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est des questions très simples. Hein. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez trop d'AVK? Donc il faut que les gens vous disent il y a un risque hémorragique. Qu'est-ce qui se passe si vous oubliez un AVK? Si j'oublie mon AVK, c'est embêtant parce que je vais faire des caillots. Il faut, avec leur langage, il faut que vous voyez s'ils sont à même de comprendre cette fourchette dans laquelle ils sont. La valeur de l'INR cible, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent s'ils sont à 2,5, 3, 3,5. Il faut qu'ils sachent un minimum de choses sur les coprescriptions. Je ne peux pas prendre d'automédication comme ça. Je rentre dans la pharmacie, j'achète de l'ibuprofène, je le prends. Non, il faut qu'ils posent des questions. Donc, je vais passer, parce que je suis un peu en retard, les surdosages en AVK, il faut aller sur le site de l'HAS. Il vient d'y avoir une mise à jour en 2008. Et donc, le document, si vous m'écrivez sur l'adresse que je vous ai donnée ou si vous allez sur le site de l'HAS, mais il est un peu compliqué à trouver, il y a des choses, des plaquettes toutes faites, très simples. Et parce qu'il y a des recommandations, alors ça, quand vous serez aux urgences, vous l'aurez dans la poche. Hein. Qu'est-ce que je fais? Les surdosages asymptomatiques, vous voyez, selon l'INR cible, je ne vais pas réagir de la même façon. Et les hémorragies graves, bon, bien sûr, on arrête les AVK, mais c'est pareil, il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Donc la prévention des hémorragies, c'est l'explication aux patients. Éduquer le patient, contacter le médecin traitant si vous êtes à l'hôpital, faites attention, etc., etc. Je termine très rapidement sur les 2 nouveaux anticoagulants qui, nous l'espérons, sont au moins aussi efficaces que les AVK et avec un risque moindre. 2 noms, le Pradaxa dabigatran, commercialisé par Boehringer et qui est arrivé en France fin 2008 et commercialisé, donc disponible dans les pharmacies de ville et dans les hôpitaux. Il vient d'être admis à la paix fin mars 2009. Pour l'instant, il est indiqué uniquement en prévention des événements thromboemboliques veineux chez les patients adultes ayant une chirurgie programmée de hanche ou genou. Prévention, chirurgie orthopédique uniquement. Il y a d'énormes essais qui arrivent, RELY, dont les résultats vont être donnés en septembre 2009, dans la prévention des accidents thromboemboliques chez les patients ayant des troubles du rythme. Et ça va être le gros de la cohorte du traitement. Hein. C'est de l'ordre de plus de 500 000 patients en France. Alors que bon, les prothèses totales de hanche et de genoux, c'est moins important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de doses pour ce produit. Il y a une posologie de 220 mg par jour. Donc, c'est un peu comme le Fondaparinux, souvenez-vous. Alors ça, c'est de la voie orale. Donc, on le prend après l'intervention, puis pendant 10 jours si c'est une prothèse de genou ou pendant près d'1 mois si c'est de la hanche. On peut réduire la posologie chez le sujet âgé. Il y a, en cas de traitement concomitant par amiodarone, il y a une interaction médicamenteuse, je ne me souviens plus, je ne sais plus si c'est une contre-indication ou une association déconseillée. Et il y a des précautions avec une contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère.
Donc là aussi, le deuxième point important de ce produit, c'est attention en cas d'insuffisance hépatique. Et les deux principaux risques identifiés, comme tous les anticoagulants, c'est le risque hémorragique et un risque potentiel qui est celui d'atteinte hépatique. Problème qui avait fait que le premier anticoagulant par voie orale qu'on avait eu à la fin des années 2005, le Ximélagatran, a été retiré du marché de façon très brutale parce qu'il y a eu des hépatites fulminantes qui ont été rapportées au cours d'essais cliniques au long cours. Donc si vous voulez, ces nouveaux anticoagulants oraux qui viennent après l'histoire du Ximélagatran font l'objet d'un suivi des effets potentiels hépatiques très 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 attentif. Donc Pradaxa, Boehringer, Dabigatran, inhibiteur direct de la thrombine. Le deuxième, le Rivaroxaban, Xarelto, Bayer. Il est pas encore, il est dans les, il arrive là. Je pense qu'il doit être commercialisé ou il l'a été depuis une semaine. C'est la même chose, hein, prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou. Là, il y a une seule dose. Une seule posologie, pardon, il n'y a que 10 mg et c'est le même schéma à peu près que Pradaxa. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'autre, il est métabolisé par le foie et en particulier par le 3-4, ce qui va probablement générer des interactions médicamenteuses. Et globalement, pour l'instant, donc les deux nouveaux anticoagulants oraux sont ceux-là, avec des différences pharmacocinétiques. Hein. Celui-là est excrété par voie rénale essentiellement. Il y a des interactions potentielles. Il n'y a qu'une dose, alors que l'autre, il y a 2 doses. Enfin bon, voilà. Alors après, en pratique, et si mes souvenirs sont bons, Xarelto est développé à moyen terme, enfin les essais cliniques sont en cours dans le traitement curatif des TVP et des embolies pulmonaires. Voilà, donc ça, vous allez les avoir, ils sont admis à l'AP. C'est une surveillance particulière, hémorragie et foie, tous les deux. Bon, ils n'ont pas de suivi biologique pour l'instant. Ce qui pose un peu un problème. Un patient qui arrive sous Xarelto depuis 8 jours avec un problème, voilà. Donc pour conclure ce panorama assez rapide des anticoagulants, vous voyez que vous avez des produits nombreux qui ont des caractéristiques pharmacocinétiques, pharmacodynamiques très différentes, mais avec des points communs sur lesquels j'insiste, parce que bon, je fais de la pharmacovigilance, le risque hémorragique, hein. En cas d'insuffisance de traitement, un risque thrombotique. Ils ont le plus souvent quand même des index thérapeutiques étroits avec une grande variabilité, ce qui justifie la surveillance biologique, le fait de bien connaître les médicaments pour mieux les prescrire. Je vous remercie. Je vous rappelle mon mail. Si vous voulez, vous avez récupéré le diaporama de toute façon. Donc vous n'avez pas besoin.